Marc Danval, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est par le biais de ces écrans interposés, ou plutôt de vous revoir, parce que nous nous sommes déjà rencontrés. Mais c'est la première fois que nous nous voyons pour une interview à propos d'un livre que vous publiez, et c'est certainement la première fois à propos d'un recueil de poèmes, puisque en découvrant la parution de Pittoresque de la Fuite, je me suis rendu compte à ce moment-là que vous étiez aussi un poète dans le sens littéral du terme. Je savais que vous étiez déjà un poète des ondes radiophoniques et un poète du commentaire musical et du partage de l'amour de la musique que vous avez. Mais là, on découvre un recueil de poésie en deux éléments. Le premier, Pittoresque de la futilité, qui sont des poèmes récents, et un deuxième volet de ce livre, la réédition de Parmi moi seul, avec une préface de Robert Goffin, qui est un recueil que vous avez publié en 1984, si je ne m'abuse, mais je n'ai Oui, pas vérifié mes dates. Alors, ma première question, Marc Danval, c'est toujours très difficile évidemment de parler d'un recueil, d'un livre de manière générale et d'un recueil de poésie encore plus à des tiers qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement lu et qui ne connaissent pas nécessairement le livre. Alors, si vous voulez bien, je vais lire quelques vers du dernier poème de ce recueil, dont le titre est le nom de la ville d'Ostende. Et ensuite, je me permettrai de vous poser quelques questions sur je dirais presque une sorte de masterclass de la poésie de Marc Danval. Alors voici les premiers vers de Ostende. Au baccarat des souvenirs poignardés, je reste souverain de mes désespérances dans ce port aux voiles isocèles, les avenues veuves de villas rococo mènent au kiosque vert d'un baron fantôme, la gare paquebot de fumée bleue et la cathédrale posée par un défi de dentelière avec ses lueurs d'hôpital en détresse, là où le sable suinte un sang de sel près des toits impassibles aux normes décapitées. Alors, en lisant ces vers, j'essaye que celui qui nous écoute, celle qui nous écoute, puisse se rendre compte de l'espèce de musicalité et de lumière qui apparaît à travers la manière dont vous écrivez, de votre manière d'écrire. Robert Goffin écrivait que votre inspiration prend sa source de deux rives brûlantes, l'amour et le jazz. Alors, première question, Marc Danval, poète, quelles sont les sources d'inspiration qui vous conduisent, d'après vous? mais c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'écrivait Robert Goffin, qui me connaissait bien, et, euh, et qui sont en premier lieu l'amour, et puis le jazz aussi, qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 9 ans. Et je vais en avoir 84, donc j'ai eu le temps de pouvoir écouter de la musique et de la commenter. Pardon, voilà. Voilà. Donc l'amour et le jazz, donc, ce sont deux éléments qui vous inspirent et que l'on sent dans certains des poèmes avec peut-être plus de force que dans d'autres. Peut-être que dans Ostende, on sent moins ces deux sources-là, mais dans d'autres poèmes, on sent vraiment une sorte de goût de l'amour, mais aussi de la sensualité. Ce sont des poèmes éminemment sensuels que vous nous proposez Tout à là. fait, oui, c'est vrai. Mais il y a un autre, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les villes, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, c'est Paris ou les villes de la mer. Comme vous venez de parler Oui. d'Ostende, oui, c'est vrai, j'aime bien Ostende. Je préfère Knock, enfin bon, on ne va pas commencer à faire de la géographie. Donc, vous citez aussi Maria Kerk dans un des poèmes, si je me souviens bien. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est le jour où, avec ma compagne, on avait été sur la tombe de James Ensor, auquel je fais allusion discrètement dans ce poème d'ailleurs. Le Absolument, baron fantôme, c'est lui. absolument. Mais il y a beaucoup de... en fait, je dois vous avouer que j'ai lu l'ensemble du recueil en Oui, étant aidé très régulièrement
pour apaiser ma curiosité en allant régulièrement sur Internet et sur Google. Et donc, par exemple, la saga de Chet Baker que vous publiez, enfin, qui est un des longs poèmes de la deuxième partie de ce recueil, je Oui. l'ai lu en écoutant sur Internet du Chet Baker. Et je me suis dit, dans le fond, peut-être que, même si vous connaissez par cœur tous ces morceaux de musique, peut-être que la musique accompagne l'écriture de Marc Danval. Non, je l'écris très rarement en écoutant de la musique, mais comme je suis passionné de jazz, j'ai connu pratiquement tous les grands jazzmen et certains sont devenus des amis, ce qui est le cas de Chet Baker, que j'ai très souvent rencontré. On avait une amitié très solide, on s'est vu en Amérique, on s'est vu en Europe et son destin, c'était un merveilleux musicien qui a fait une carrière fabuleuse, mais enfin avec un destin tragique qui était dû à son addiction à la drogue. Et bon, les seules choses que je lui ai refusées, c'est quand il voulait que je partage sa seringue, ce qui m'épouvantait, et je l'envoyais balader, évidemment. Sans quoi j'avais beaucoup d'amitié et une admiration sans borne. Pour moi, c'était le numéro un de la trompette moderne, avant Miles Davis. Je sais que je vais choquer en disant ça, mais ça m'est égal. Alors, la saga de Chet Baker, vous le dédiez à la mémoire de Denise et Jean-Pierre Gebler, Oui. Jean-Pierre Gebler qui est aussi un trompettiste, un musicien, un Non, saxophoniste. c'était un saxophoniste baryton Voilà. et c'était mon meilleur ami. Et alors, Et oui, oui. je vous écoute. Non, non, lui et sa femme sont malheureusement morts tous les deux. Et alors, le fait d'associer le nom de Chet Baker, le nom de Jean-Pierre Gebler à ce poème, qui est une sorte d'exploration de l'univers musical de Chet Baker par la poésie, qu'est-ce que ça vous apporte en plus à la compréhension de la musique de Chet Baker? Mais c'est tout simplement parce que ce poète, Jean-Pierre Gebler, à ses tout débuts, a joué avec Chet Baker. Il était aussi très, très ami avec lui. Et j'ai écrit ce poème à Knock quand j'étais invité chez Denise et Jean-Pierre Gebler et que Chet Baker allait venir. Comme ça, on s'est dit, on va lui lire le poème auquel il n'a rien compris parce qu'il ne parlait pas français. Mais enfin, il était très ému. Et puis, il a demandé à sa petite amie qui connaissait le français de l'y traduire. Et puis, il m'a dit qu'il avait trouvé ça épatant. Je ne sais pas si vraiment il a saisi tout le poème. Enfin, bon, ce n'était pas le but. Le but était de retracer un peu sa vie d'une manière poétique et pas d'une manière pragmatique, quoi. Dans ce recueil, il y a à peu près il y a plus de 80 pages, donc plus ou moins 70 poèmes. Est-ce que c'est toute votre production qui est là ou est-ce que vous écrivez régulièrement des poèmes sur des petits bouts de papier Je prends des notes très souvent, mais finalement, j'ai écrit des biographies, des histoires de ceci, de cela, mais j'ai écrit très peu de poésie car je trouve que il faut avoir une inspiratrice que j'ai eue à un certain moment de ma vie, ou bien il faut être inspiré, ce qui n'arrive pas tout le temps. Je me moquais beaucoup de poètes à qui je téléphonais qui me disaient oui, demain c'est le week-end, je vais écrire 2 beaux poèmes. Ils disaient d'avance que c'était beau. Et puis, étant enfant, mes parents étaient très amis avec Maurice Carême, dont je n'aime pas du tout la poésie, mais et ça m'embêtait d'aller chez lui, sauf parce qu'il y avait un perroquet. Et le perroquet disait ses poèmes, ce qui était un peu rasoir, mais je détestais ça parce qu'il voulait toujours que je joue avec ma mère à 4 mains au piano le gai laboureur de Schubert, ce qui m'embêtait épouvantablement et qui est un morceau très pompier. Enfin bref, et alors je voyais Maurice de temps en temps parce que finalement c'était un bien brave homme
et il revenait d'une promenade et il disait à sa femme Caprine, j'en ai écrit 2. Non, j'en ai fait 2, Ouais, pire. Oui, alors, bon, je ne comprenais pas très bien. Et puis, il y avait ce côté commerçant aussi. ouais. Il se mettait au bout de l'escalier à l'innovation, parce que c'est là qu'il y avait plus de monde qui passait. Ça me dépassait totalement. Enfin, bon. Oui, ce n'est pas du tout le type d'inspiration, et d'ailleurs même le type de poésie que l'on peut trouver chez vous et chez Maurice Carême. En vous lisant, j'ai évidemment pensé, comme d'ailleurs Paul Vendôme le disait dans l'article critique qui suit Oui, le volume, j'ai évidemment pensé à Sandrin, mais j'ai aussi pensé à et son nom m'échappe maintenant, j'ai pensé à Sandrin, à Léo Ferré et à Bachung. Et Léo Ferré, notamment dans La mémoire et la mer, c'est-à-dire dans ces poèmes où finalement ce sont des poèmes presque abstraits, où il y a une sorte de musicalité qui oui. transporte davantage que le sens. Mais vous savez, Sandra, oui, mais Bachung et Ferré, absolument pas. Je les écoute jamais et je n'écoute que de la musique classique et du jazz. Donc, Ah, mais je, mais je programme beaucoup de chansons parce que sans quoi ça ne marcherait pas, mais c'est pas un domaine qui m'attire. je pensais à Léo Ferré comme poète et pas nécessairement comme chanteur, mais notamment avec Oui, la c'est un mémoire. homme de talent, mais qui m'a jamais séduit d'une manière très certaine. Alors, je vais lire encore un extrait d'un poème qui est un de ceux qui m'a le plus touché, qui est dans la deuxième partie, et où Et tout est dans la deuxième partie, donc vous n'avez pas aimé la première. alors la première, je vais y revenir plus tard. Mais non, Oui, oui, d'accord. je n'ai pas, non, alors ici, ce n'est pas une question d'aimer, je n'ai pas été aussi touché par chacun des poèmes que par certains autres. Et là, je Oui, oui, c'est normal, oui. chacun lit et trouve finalement dans la poésie des échos du moment de la lecture Oui, aussi. oui, tout à fait, oui. Alors, c'était Tombeau d'Alexandrin, dont je voulais lire Oui, un oui. court extrait à la mémoire de la comédienne Alexandra Mihaül. C'était un superbe aujourd'hui, d'odeur de mauve et de métro, un petit matin couleur de framboise, à l'aube en fleurs de givre, des wagons somnambules traversaient la Thiérache, un peu de ton parfum flottait en contrepoint lorsque j'ai vu ton nom de paprika s'étaler à la une d'un quotidien. Alors, c'est à la fois un poème narratif et c'est en même temps un poème qui peut nous faire rêver à partir du choix des mots, à partir du choix de cette manière de C'est un raconter. poème qui est né d'un choc. J'étais dans le train de Paris et quelqu'un a ouvert le soir et en première page, j'ai vu la comédienne Alexandra Miel trouvée morte. Et j'ai failli arracher le journal au brave homme qui était en face de moi. Et ça m'a fait un choc émotionnel épouvantable. Elle était morte, non pas par suicide, mais par accident dans son bain. Et il m'a fallu plusieurs journées pour m'en remettre parce que j'aimais beaucoup. Alors, on va venir maintenant à la première partie. Et là, à nouveau, un des poèmes qui m'a... Il y a deux poèmes m'ont énormément touché à des titres divers. Le Oui, premier est Cerise marquise, dont je lis les derniers vers. Cerise à l'œil magique de radio d'autrefois, bijoutière de nos nuits au réveil d'ouragan, elle retrouve le fil perdu d'une eau de vie souterraine, alanguie au fond d'un gouffre, peuplé de roses funèbres, couleur du vin d'Épineuil, semblable au ou sous la neige. Alors, comment vient un poème comme celui-là qui débute par visage satiné aux nattes de tzigane? J'ai l'impression qu'on retrouvait dans ce poème une partie importante de l'imagerie à laquelle vous faites appel. oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est un poème que j'ai écrit. Maintenant, le nom de la ville ne me vient pas. Peut-être que je le cite d'ailleurs dans le poème. Vous citez Guernesey, mais c'était la Marie-Lise de Guernesey, mais vous ne citez pas de ville dans celui-ci, en tout cas. Ah bon, je ne sais pas.
Mais enfin, c'est un endroit absolument magique. C'est une petite ville avec une montagne et un château tout en haut. Euh, Comment ça s'appelle encore? Ça finit par nous. Castelnou. Oui, Castelnou, pardon, voilà. Sur, oui, sur les oui, hauteurs de Castelnou. Castelnou, Voilà. trois amants catalysaient de son souffle d'azur et d'or. Oui, Castelnou. oui, oui. C'est Castelnou et c'est dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est un lieu que j'aimais beaucoup qui est absolument fleuri et j'adore la botanique. Et là, j'ai rencontré une femme absolument étonnante et très libre et passionnante. Et donc, ce poème m'est venu quelques jours plus tard parce que je séjournais régulièrement non loin de Castelnou, qui était Céret, qui était la ville refuge de Picasso quand Franco a pris le pouvoir. Mais je n'ai pas connu Picasso, Ah, malheureusement. ah oui, Oui, oui. il nous J'ai a. connu Cocteau qui a habité là-bas. C'est déjà ça. Oui, oui. Oui, Alors, un autre poème où là, on retrouve aussi, je pense, une série de thématiques, notamment les villes, mais aussi le train, aussi la fascination pour la beauté féminine et la sensualité féminine. C'est le poème intitulé Samira, euh, ah oui, oui, oui. qui est magnifique, inconnue des grands taxis nocturnes, la belle arabe du train d'Ostende, alanguie au fond de l'aube, mauresque aux chevilles chargées de bracelets, fille de suie et d'argile rousse, maghrébine altière et rieuse, toison de crin, grenade ouverte, flanc de cils, Samira accroupie tel un scribe dénoue les heures déchirées, au harnais du désir touffu, caressé d'algues glauques et de brouillards bistres, jadis aux Normandies, rue du Berger. Alors là, vous Oui, allez nous raconter ce poème. oui, oui. Ben, le Normandie était un hôtel de passe rue du Berger que tout le monde connaissait. Et Samira était une fille d'une troublante beauté et qui était une prostituée que j'avais rencontrée à rue La Toison d'Or. Et bon, elle m'a beaucoup plu. Et puis, on s'est vu plusieurs fois. Et puis, s'est installée une sorte de complicité qui ressemblait quand même très fort à l'amour. Je ne dis pas que c'était un amour fou, mais presque. Donc, ça, c'est un souvenir qui m'est resté et avec beaucoup de tendresse et de passion. Et alors, si vous vous souvenez du moment où vous avez écrit ce poème, alors c'était dans quel environnement? Vous étiez chez vous, à votre bureau, vous Je étiez fais, dans un mais la jardin? plupart du temps, je suis chez moi à mon bureau, oui. Et, et généralement, j'écrivais, j'ai remarqué ça beaucoup plus à Paris. Parce que là-bas, on me laissait la paix, je n'avais pas le téléphone qui sonnait tout le temps. Et j'allais dans un bistrot et parfois ça me venait comme ça. Et voilà, puis je prenais des notes et puis je corrigeais après. Mais je corrige très peu. J'aime bien écrire d'un coup sans rature. C'est un peu comme une improvisation de jazz alors. Tout à fait, exactement, oui, oui. Comme j'ai fait du jazz, je suis resté un jazzman de l'écriture, quoi. Donc j'improvise beaucoup. Alors, un autre poème que j'aimerais que nous évoquions, et qui est celui qui est peut-être le plus proche de l'univers que l'on connaît de vous, Marc Danval, c'est-à-dire Oui, le passionné de jazz, c'est Magie du 78 tours ou du 78 tours pour les Belges, euh, oui. que vous avez écrit aux chères mémoires de Jean-Christophe Aberti, que l'on connaît, et de Yvan Fressard. Qui est Yvan Fressard? Yvan Frézard était un collectionneur euh, qui avait une connaissance du répertoire, de tous les répertoires, qui était tout à fait étonnante. Il avait une collection inouïe et c'est Jean-Christophe Averti qui m'en avait parlé. Il m'avait dit, tu sais, quand j'ai besoin d'un disque, je demande à Yvan Frézard qui habite à Wavre et tout ça. Et puis je suis entré en contact avec lui, on est devenus amis. Et effectivement, quand j'avais une interrogation, je l'appelais et il répondait à tout.
sans faire de cinéma, parce que des gens qui répondent à tout, puis ils vont voir sur Wikipédia, où il y a plein d'erreurs d'ailleurs, et puis ils disent, voilà, j'ai trouvé. Mais non, là, c'était une connaissance encyclopédique de la musique. Classique, jazz, variété. En tout cas, je n'ai pas trouvé son nom sur Google en faisant des recherches, Yvan Frézard, mais vous voyez, ça me donne l'occasion de vous poser la question, qui est Yvan Frézard et Oui, d'en faire parler de cette manière-là. c'était enfin, il est mort maintenant, mais c'était à l'époque le plus grand collectionneur belge de disques, sans aucun doute. Alors, on reviendra aux collections de disques après, mais j'aimerais peut-être lire aussi quelques vers de Magie du 78 tours pour qu'après vous me disiez comment vous l'avez composé. Sur la cire noire au sillon chanteur, collé au son, les étiquettes multicolores racontent les artisans de la troisième oreille. La blonde fatale se mire au psyché de Pathé, parmi les ondes dorées de Regina, le sphinx impassible de Sonder, les magic notes de Columbia, etc., etc. On a une sorte on a l'impression un regard panoramique sur votre collection de pochettes de disques. C'est-à-dire que je suis très sensible à tout ce qui entoure le disque, que ce soit les pochettes, que ce soit l'étiquette même du disque. Et ce sont les étiquettes que j'ai vues défiler qui m'ont inspiré ce poème. Parce qu'il y a une certaine poésie, il y a une imagerie de l'étiquette de 78 tours qui m'a touché. C'est pour ça que j'ai écrit ça. On pourrait imaginer que ce poème-là soit un poème que vous liriez à voix haute sur un fond de musique de jazz. Est-ce que c'est une aberration? Est-ce que c'est une ineptie? Non, ce n'est pas une aberration, ça pourrait se faire, effectivement. C'est une bonne idée. Je ne dis pas que je la mettrai en pratique, mais parce que je ne dis pas bien les poèmes. Alors, bon. Ou que ce soit quelqu'un d'autre qui les lise que vous, mais avec Oui, un accompagnement musical. J'ai eu le sentiment que ce poème-là, enfin, pas mérité, mais pouvait être enrichi encore avec des notes de jazz qui couleraient oui, en dessous. oui, 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 pourquoi pas. Alors, le dernier poème que j'aimerais qu'on évoque, parce que finalement, il faut que ceux qui nous écoutent lisent le livre entièrement, est le poème qui vient de la première partie et qui d'ailleurs porte le titre du recueil, Pittoresque de la futilité. On y Ah oui. trouve, on y trouve votre goût pour les plantes, comme lorsque vous évoquez le volubilis. Et on y trouve aussi peut-être les origines de ce recueil. Alors, je lis quelques vers. Sous les ogives de ma mémoire, l'air a comme un goût de vin. J'aborde au long couloir tendu de noir le persiflage insistant des guitares électriques caressant le corps des émigrantes nues. Au pittoresque de la futilité, les senteurs champanisées du tapis bleu grisent le reflet des semences d'aurore. Je vis alors celle au turban de Raja comme un falot sur un quai de grande ligne. Ça, c'est du Sandrard. Oui, ça pourrait être du Sandrard, mais c'est un texte qui m'a été inspiré. J'allais très souvent dans un cabaret de la Porte-Louise, qui a disparu maintenant, comme tout d'ailleurs. Il n'y a plus rien à Bruxelles. Ça s'appelait le Show Point. Et, et je me trouvais bien là-bas. Et si j'ai appelé ça pittoresque de la futilité, parce que tout ça représente un monde très futile, il faut quand même rester lucide. Hein. Le monde des bars, c'est pas l'académie. Mais je trouvais ça pittoresque, d'où le titre. Bon, il y a longtemps que j'ai écrit ce poème et j'ai essayé de retranscrire l'ambiance de ce cabaret. Et puis quelqu'un qui m'a particulièrement fasciné, parce que bon, les attractions étaient ce qu'elles étaient. Et puis il y a eu cette femme qui est arrivée, qui dansait d'une façon tout à fait extraordinaire, un peu comme un automate, et qui était très belle et qui avait un turban, d'où la description. Et voilà,
une impression d'une nuit Hmm. Les, chaude. les femmes et la sensualité féminine sont omniprésentes dans Oui, le poème. absolument. Oui, Ne serait-ce que par le premier qui ouvre le recueil et dont le titre est Callipyge, du nom de ces statues de Vénus qui se oui, regardent en se dénudant le dos. oui. Et vous en parlez avec une sensualité, une gourmandise Oui, c'est très vrai. révélatrice. Oui, tout à fait, c'est révélateur et ça a été comme ça toute ma vie, quoi. J'ai été fasciné par les femmes. Ça, c'est évident. Alors, le dernier, peut-être le dernier poème, parce que en vous parlant, je refeuillette le livre avec toutes les Oui, notes, oui, toutes les pages cornées. En fait, je me rends compte qu'elles sont pratiquement toutes cornées et annotées. Donc, alors, peut-être évoquer l'étude de Chopin, où vous débutez le poème en évoquant votre enfance. Ce dimanche de mon enfance perdu dans l'intemporel avait la fraîcheur acidulée de l'ananas, des rêves de train vicinal. La rue, cependant, était la même, mais le soleil la transfigurait du côté des étangs aux cygnes blancs. Est-ce qu'il y a une nostalgie de cette enfance où vous appreniez à jouer du piano comme votre papa et votre maman et votre grand-père? Vous êtes d'une lignée oui, oui, c'est sûrement ça. C'est une image qui m'est revenue parce que mon grand-père était professeur au conservatoire de Bruxelles, était professeur de piano, et puis il jouait très souvent du Chopin d'une manière extraordinaire. Alors ça m'est resté dans l'oreille et j'assimilais ça parce que j'allais avec lui à la fois à Place Flagey et il y avait une statue sur un manège qui me fascinait quand j'étais gamin. Et puis bon, j'ai fait un amalgame de tous ces souvenirs. On habitait aux étangs d'Ixelles, d'où la présence des étangs. Nervaliens d'ailleurs. Absolument. Oui. Alors, pour terminer cet entretien, Marc Danval, j'aimerais évoquer un autre élément de ce livre qui n'est ni le poème, ni les critiques très élogieuses de Vendôme et la préface de Goffin, mais qui est Je un voulais dire quelque collage. chose, si vous voulez bien, au sujet de Paul Vendôme. Oui, Parce que Paul Vendôme était quand même un critique très écouté, tant à Paris qu'à Bruxelles, et redouté. Et j'étais à Charleroi avec mon petit recueil. Je dis, bon, je vais en mettre. Je passais devant son journal et je me dis, je vais déposer mon recueil dans la boîte aux lettres. Et puis j'ai fait quelques pas pour aller boire un verre et je me suis dit, j'ai fait une connerie. Et puis je suis retourné sur mes pas et j'ai essayé de reprendre le recueil dans la boîte aux lettres, ce qui n'a pas marché, ma main s'est coincée. Et puis j'ai dit, bon, on verra bien. Et j'ai jamais eu une critique aussi brillante. alors Aussi... heureusement que vous n'avez pas réussi à enlever le livre parce qu'on Ah n'aurait pas ben pu, oui, oui, on n'aurait pas pu lire ceci. Signé Paul Vendôme, la personnalité de Marc Danval est si forte, son ardeur si singulière, sa poésie à la fois si ample et si intense que les airs de ressemblance ont quelque chose de factice. Voilà la vraie avant-garde, non pas celle des théoriciens qui s'exténuent dans des virtuosités gratuites, mais celle des natures sensibles qui osent prendre tous les risques, bousculer toutes les conventions livresques, aller au bout de leur fougue, trouver les mots et les chants qui les délivrent. C'est du grand Paul Vendôme, hein, c'est vraiment oui, oui, tout à fait. Oui. qui Jamais est c'est épatant. Oui. et alors, il dit aussi aux Parisiens d'arrêter de regarder leur nombril, en quelque sorte, et de venir voir au-delà des cercles germanopratins qu'il y a en Belgique un Marc Danval qui est un grand poète. Et voilà, il l'écrit avec cette si belle manière de le faire. Mais je reviens à ma question précédente Oui, oui, qui portait sur cet autre élément qu'on découvre dans le livre, ce sont les collages. Il y a un collage, le Palais d'injustice, qui fait la couverture du livre et qui se trouve en intérieur du volume. Euh, oui, oui. alors, c'est quoi ces collages? Vous en faites, parce qu'il faudrait les publier s'il y en a d'autres. Mais j'ai fait deux expositions de collage, une à Bruxelles, une à Ostende.
Et j'ai eu la chance d'être acheté par le musée d'Ostende et le musée de Düsseldorf. Et un troisième musée en Flandre de la Fondation Verbeek. Alors ça m'a étonné, je me dis, tiens, ben, qui m'étonne parce que ces collages, une galerie m'avait demandé de les faire parce qu'ils avaient un trou dans leur programme. Et puis, le directeur de la galerie m'a dit, tiens, je le connaissais bien, on avait été en classe ensemble. Il m'a dit, tu ne pourrais pas, comme tu fais des collages, me faire une exposition et avec ton nom, ça va. Bon, je dis, bon, ben écoute, donc j'ai un peu, pas bâclé, mais été un peu trop vite. Et j'avais peur du résultat, mais finalement, ça s'est bien passé, ça a été apprécié. Et, bon, et tout s'est vendu, sauf le palais d'injustice que je voulais garder pour moi. Parce que je l'aimais bien, tout bêtement. Ah, oui, oui, non, 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 il est magnifique. Il fait aussi un peu penser, pour comparer avec des poètes, à Prévert, qui faisait aussi des collages. Max Ernst, oui, oui, Max oui. Ernst aussi, mais Jacques Prévert aussi faisait des collages. Oui, 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 oui. Et Boris Vian. Absolument, oui, oui, non, tout à fait. Très bien. Marc Danval, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle donc le titre de ce nouveau livre que vous publiez, tout en rappelant que vous avez publié des biographies, notamment celle de Robert Goffin, Oui, entre autres. Alors, le titre du livre est Pittoresque de la futilité. C'est paru aux éditions La Miroir et c'est suivi de la réédition d'un premier recueil de poèmes intitulé Parmi moi seul, oui. celui-là qui est précédé d'une préface de Robert Goffin. Merci Mac Danval, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous entendre, de vous écouter et de partager avec vous ces moments privilégiés. Merci Marc Merci Danval. beaucoup, Jean. Non, c'est à moi à vous dire merci.